Histoire ennuyeuse pour dormir. Pourquoi les érudits de la dynastie Ming aimaient les rouleaux de bambou? Salut les gars, ce soir, on se glisse dans un monde de planchers qui craquent, de papier qui froisse et d'encre qui sent vaguement le vin de prune fermenté. Vous n'êtes plus allongé sur un canapé ou en train de faire défiler TikTok. Vous êtes dans le bureau glacial et faiblement éclairé d'un érudit de la dynastie Ming. Dehors, la cour est silencieuse, à l'exception du ululement occasionnel d'une chouette indifférente. À l'intérieur, votre bougie crépite tandis que le vent serpente à travers les fenêtres à croisillons en bois et vous vous penchez sur un rouleau de bambou qui refuse de s'aplatir. Nous sommes au 15e siècle, à une exagération poétique près. Vous êtes au cœur du Jiangnan, le cœur érudit de l'empire Ming. Votre souffle ambulaire pendant que vous travaillez, et votre dos regrette déjà ce banc de pierre que quelqu'un appelait chaise. Devant vous, le rouleau de bambou bruisse comme des feuilles sèches. Il craque, bouge et soupire, comme s'il se souvenait d'une époque meilleure où il faisait encore partie d'un bosquet. Alors avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à indiquer votre localisation et l'heure locale dans les commentaires. J'adore voir à quel point nous nous déplaçons ensemble au-delà des fuseaux horaires. Maintenant, tamisez les lumières, allumez un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et entamons ensemble le voyage de ce soir. Le parchemin que vous tenez entre vos mains est humble. De longues bandes de bambou entrelacées de fils de soie ou de coton. Il claque légèrement lorsqu'on le bouge, comme un instrument de percussion qui ne joue que de la philosophie. Vous ne le lisez pas à la légère. Ce parchemin contient des classiques confucéens et sauter un passage pourrait littéralement ruiner votre carrière ou votre vie, ou les deux. Les érudits Ming ne s'y amusaient pas. Ils se noyaient. Ces rouleaux de bambou n'étaient pas seulement des contenants pour le texte, c'étaient des monuments de discipline. Chaque morceau de bambou devait être lissé, rasé, percé, bouilli et séché au soleil, comme une journée de spa infernale. Puis, quelqu'un, probablement un pauvre apprenti sans soins dentaires, a dû copier les caractères avec un pinceau si fin qu'une seule tache pouvait signifier vertu ou âne. Quelle différence? Vous passez le doigt sur les caractères. Ils sont nets, élégants, murmurant la vertu confucéenne directement dans vos doigts cailleux. Votre professeur disait que le bambou était un matériau moral, résistant, droit, creux, à l'intérieur comme le gentleman idéal. Cette métaphore revient souvent, à tel point que si le bambou avait des oreilles, il rougirait. Vous vous écartez et remarquez d'autres rouleaux empilés comme du bois de chauffage. C'est ça qui est drôle. Le bambou était sacré, noble, érudit et aussi bon marché. Votre épicier utilisait probablement des chutes pour emballer des raviolis. L'ironie ne passe pas inaperçue, mais dans le monde des érudits, le matériau comptait. Le papier existait. Oui, la soie aussi, pour les plus raffinés. Mais le bambou avait du caractère. Il résistait à la pourriture. Presque. En fait, les archéologues exhument encore des rouleaux de bambou de vieux puits et tombeaux, parfois intacts, parfois criblés de moisissures et parfois de trous de V. Vous ne survivriez probablement pas aux conditions de stockage du rouleau, humidité, suie, rats, mais il pourrait survivre à vos descendants. Les historiens se demandent encore si le bambou est resté dominant par choix ou par inertie bureaucratique. Certains disent que c'était une tradition. D'autres affirment qu'il était simplement plus difficile à falsifier que le papier. Imaginez-vous tricher à un examen en recopiant 6 zéros caractères sur 80 feuilles de bambou avec des pinceaux en poil d'écureuil. Si vous faites semblant, vous avez mérité votre note. Petite remarque, les rouleaux de bambou étaient lourds.
Si vous aviez la malchance de transporter le livre des documents en entier, vous transportiez en réalité une étagère en forme de nouille. Traverser la ville avec ce fardeau sur le dos? Félicitations. Vous venez d'inventer le pire entraînement de l'histoire chinoise. Vous refermez votre propre parchemin délicatement et prudemment. S'il se fissure ou se déforme, les caractères risquent de devenir illisibles. Et alors, ce n'est plus un livre. C'est juste un bâton très opiniâtre. C'est un peu ce qu'est le bambou quand on y pense. Mais ce soir, tandis que la bougie vacille et que vos orteils s'engourdissent, vous ne pensez pas à des métaphores de gymnastique. Vous pensez à la façon dont les érudits étaient autrefois assis exactement là où vous êtes, penchés sur le bambou, marmonnant des passages et se demandant combien de caractères ils pourraient mémoriser avant que leur thé ne refroidisse. Certains de ces érudits étaient adolescents, d'autres étaient veufs. Certains n'auraient jamais réussi les examens impériaux, mais recopiaient quand même des classiques entiers sur des parchemins en signe de foi, comme des moines murmurant des prières à la page. On les entend presque maintenant, pas exactement leur voix, juste le frottement d'un pinceau sur le bambou. Le rythme tranquille, des idées gravées dans quelque chose qui, avec un peu de chance, pourrait survivre à une autre dynastie. Un détail insolite avant de sombrer plus profondément, les érudits faisaient parfois sécher des tranches de bambou en les posant sur des tuiles brûlantes. L'odeur, disait-il, aidait à la concentration. Mais il est plus probable qu'elle ne fasse que masquer l'odeur des chaussettes sales et de l'encre. Alors que la bougie crépite à nouveau, vous vous adossez, laissant le parchemin reposer sur vos genoux. Il est froid et noble et absolument impitoyable s'il tombe. Inutile de vérifier. Nous savons tous les deux qu'il va rouler. Il se déroule dans la pièce, tel un serpent sournois, et salit sa partie centrale juste pour vous contrarier. Mais vous continuerez à l'utiliser, car dans un monde sans imprimante, sans marque-page, ni barre de recherche, ce modeste parchemin est ce qui se rapproche le plus de la permanence. Et la permanence, eh bien, c'est ce que tout érudit espère secrètement, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de te reposer, pas encore. Car, même si la bougie a déjà brûlé et que tes genoux craquent comme du papier de riz, tu as un endroit où aller, une salle d'examen et pas n'importe laquelle. Voici le complexe d'examen impérial Ming. Mi-prison, mi-cellule, mi-salle de prière. Tu entres en traînant les pieds parmi une foule d'hommes, tous serrant des rouleaux, en bambou, pour la plupart, soigneusement noués dans un désespoir de prière. Tous ont le regard hagard, tout le monde sent vaguement l'encre, la peur et le millet bouilli. Ta cellule d'examen a à peu près la taille d'un placard à balai, sans le charme. Tu as une planche de bois pour t'asseoir, une autre pour écrire, et aucune intimité. Et tu y resteras des jours. Oui, des jours. Si tu as besoin de dormir, tu le fais enrouler autour de ton rouleau. Si tu as besoin de manger, j'espère que tu as pensé à emporter des raviolis. Si tu as besoin de faire autre chose, eh bien, il y a un seau. Les rouleaux de bambou sont à la fois ton salut et tes geôliers. Vous en déroulez un, les mains tremblant légèrement, comme si les caractères allaient glisser hors de la page si vous détourniez le regard. Il est rempli de citations soigneusement sélectionnées. Confucius, Mencius et peu, être quelque Sun Tzu si vous vous sentez audacieux. Ce parchemin vous a pris des mois à préparer. Vous l'avez copié à la main, poncé chaque feuillet, lu jusqu'à ce que l'encre se répande dans vos rêves. C'est votre arme, votre bouclier, votre malédiction. Vous jetez un coup d'œil au surveillant. Un homme si immobile qu'il dort peu, être debout et commencer à transcrire de mémoire. Pas seulement à l'écrit, remarquez. Transcrire dans une forme littéraire parfaite, avec des arguments structurés, une formulation précise
et des références qui doivent tomber exactement là où on l'attend. Une citation mal placée et vous passez de savant prometteur à déception face à une belle écriture. Les historiens se demandent encore si le système d'examen était une échelle de mérite ou un filtre de conformité. D'un côté, le fils d'un pauvre fermier pouvait théoriquement accéder à de hautes fonctions avec rien d'autre que de l'esprit et un pinceau acéré. D'un autre côté, le système récompensait souvent ceux qui savaient mémoriser et imiter plutôt que réfléchir. Pourtant, le rêve persistait. Les érudits officiels étaient les rockstars de leur époque, les guitares en moins et beaucoup plus de thé. Vous vous essuyez le front. Les feuilles de bambou sur votre bureau claquent faiblement. Chaque érudit ici a un parchemin différent, certains concis, d'autres plus longs. Certains ont de minuscules annotations cachées entre les lignes. Un type 2 rangées plus bas marmonne pour lui-même et pleure peut être. Vous ne jugez pas, vous êtes passé par là. Votre parchemin, cependant, est spécial. Non pas parce qu'il est élégant, il est un peu taché, mais parce que votre oncle vous l'a donné en personne. Il a dit qu'il provenait d'un bosquet béni par un moine errant qui ne parlait que par énigme et éternuait la sagesse. Probablement absurde, mais ça aide. La foi compte beaucoup quand votre avenir dépend de la lisibilité. Le hic, c'est que même si vous réussissez cet examen, il y en a d'autres. Municipal, provincial, métropolitain, l'examen du palais. À la fin, votre parchemin pourrait paraître plus ancien que vous. Voilà 15 heures que vous êtes dans cette cellule. La lampe faiblit. Vous en êtes à votre 3e parchemin. Vous ne savez plus quel jour nous sommes. Votre écriture commence à ressembler à de l'art abstrait. Le surveillant peut être parti déjeuner il y a 3 heures ou pas. Et puis vous tombez sur cette citation qui vous laisse perplexe. Vous savez qu'elle est quelque part sur le bambou, mais laquelle? Vous essayez de vous souvenir de la courbe du caractère. Vous la voyez dans votre esprit. Vous pensez que c'est celui avec la tache de thé en forme d'oie. Ah, le voilà, trouvé, crise évitée. Vous remerciez mentalement votre ancien moi d'avoir bu sans discernement. Un détail marginal que peu de gens mentionnent, certains candidats cachaient de minuscules parchemins de trichecousus dans les coutures de leurs vêtements. Connaissance de contrebande, une affaire risquée. Si on se faisait prendre, la punition allait de l'humiliation publique à l'exil. Pour la plupart, ça n'en valait pas la peine. Mais quelques âmes désespérées ont essayé, et parfois réussi. Vous terminez enfin une section. Étirez-vous. Entendez vos articulations craquer comme du bambou vert. Vous sirotez du thé froid dans une flasque en terre cuite et contemplez vos parchemins. Ils paraissent paisibles maintenant, inertes, tels des fantômes amicaux. Vous imaginez quelqu'un des siècles plus tard ouvrir ses feuillets. Peut être dans un musée, peut être par accident lors de rénovation. Il s'émerveillera des coups de pinceau ou s'en servira pour emballer des encas. L'histoire est exigeante à ce point. Dehors, les cloches sonnent faiblement. C'est le signal. Cette phase de l'examen est terminée. Vous ramassez vos parchemins de bambou, les mains endolories, les épaules douloureuses. En sortant, clignant des yeux au soleil, vous réalisez quelque chose d'étrange. Malgré tout, les crampes, le froid, le fait que vous ne réussirez peu, être jamais cet examen, vous adorez ce parchemin, pas seulement pour son contenu, pour sa texture, son son, son poids. Il semble réel, plus réel que tout ce que vous avez touché de la journée. Il contient votre espoir et aussi votre sueur. Vous marchez maintenant, non pas dans un couloir ou une bibliothèque, mais sur une route boueuse bordée de lanternes, tandis que le crépuscule colore le ciel de pastel de la dynastie Ming. Vos chaussures sont abîmées. Votre parchemin est sec.
Dieu merci, roulé et glissé dans votre manche comme un burrito en bambou de sagesse ancestrale. Vous croisez un coursier sur la route, maigre, nerveux, marmonnant des injures à sa charrette à bœufs, sanglé dans le dos, des dizaines de parchemins comme le vôtre. Peut être des copies d'examen, peut être de la correspondance entre fonctionnaires, peut être de la poésie. Quoi qu'il en soit, il pleut, et le parchemin se serait transformé en soupe à l'heure qu'il est. Mais le bambou se contente de hausser les épaules. C'est pourquoi les érudits s'y accrochaient. Certes, le papier était arrivé à cette époque, léger, bon marché et bien plus facile à ranger. Et la soie aussi, c'était du passé, luxueuse et douce, mais d'un prix exorbitant, à moins d'être sur la liste des cartes de vœux de l'empereur. Mais le bambou, c'était une voie médiane, abordable, mais toujours lourd, simple, mais pas simpliste. On pouvait y lire « Je suis instruit, mais je n'ai pas non plus d'argent de poche pour la soie. » Vous vous retrouvez maintenant dans un salon de thé, où le grand débat fait rage. 3 érudits, manches flottantes, parchemin sur la table, tasse à thé tremblante, sous les gestes théâtraux du coude. L'un insiste sur le fait que le papier est l'avenir. C'est plus rapide pour écrire, plus facile à transporter. Un autre claque la main en déclarant « Seul le bambou forge le caractère ». Le troisième ne dit rien, se contente de siroter du thé et déroule d'un air suffisant un manuscrit en soie orné d'un gland doré, ce qui semble totalement inutile pour une conversation sur les réformes agricoles. Les historiens se demandent encore si le bambou a persisté par fierté d'érudit ou par simple logistique. Certains affirment que c'était par nostalgie. Après tout, Confucius lui-même aurait préféré le bambou. D'autres suggèrent qu'il était plus pratique. Le bambou résistait mieux aux insectes, à moins que ces insectes ne soient très, très déterminés. Et, croyez-moi, certains l'étaient. Les rouleaux étaient transportés avec soin, attachés avec des rubans, emballés dans des boîtes laquées, parfois même rangés dans des cannes creuses. Mais des accidents arrivaient. Pluie, incendie, souris. Un récit marginal décrit même un coursier trébuchant dans un bassin à carpe koi, perdant 1 mois de relevé d'impôts fonciers. On ignore si c'était vrai ou une mise en garde inventée par des bibliothécaires, mais quoi qu'il en soit, les carpe koi ne sont pas très doués pour la paperasse. Vous déroulez votre rouleau, tandis que la conversation derrière vous dérive vers des métaphores sur les fibres morales. Le bambou, dit-on, n'est pas seulement un matériau, c'est un symbole. Droit, creux, modeste, ni clinquant comme la soie, ni fragile comme le papier. Le bambou plie sous la tempête, mais ne se brise pas, comme tout bon confucéen devrait le faire. Tout cela devient un peu mélodramatique, mais c'était en quelque sorte le but. Les érudits Ming ne se contentaient pas d'utiliser des rouleaux, ils les mettaient en scène. En dérouler un était une déclaration, en lire un rituel. Il ne s'agissait pas seulement de partager des idées, mais de les incarner. Vous sortez, la tête pleine de métaphores, et un peu trop arrosée de thé au jasmin. Le clair de lune scintille sur les toits. Quelque part au loin, un tambour marque l'heure. Vous apercevez un vieil homme assis dans un pavillon, brossant des caractères sur des lamelles de bambou à la lueur d'une lanterne. Sa main est lente mais sûre. Il fredonne. Vous réalisez qu'il ne copie rien, qu'il compose. Un poème peut être, ou une lettre, ou un essai sur l'éthique des cuillères à soupe, peu importe. Ce qui compte, c'est ceci. Même aujourd'hui, même après des siècles de Ming, malgré le papier omniprésent, le bambou respire encore entre les mains des érudits. Vous le regardez terminer une lamelle, la mettre de côté et l'enfiler avec d'autres à l'aide d'un fil rouge. Le son claquant doucement, une vieille mélodie, presque perdue. Voici un détail moins connu. Dans certains cas, les familles enterraient des parchemins avec leurs ancêtres.
pas seulement pour l'honneur, mais aussi pour l'utilité dans l'au-delà. Qui sait, peut être que même mort, on attendrait encore de vous que vous citiez Confucius sous la pression. Vous vous détournez du pavillon et continuez votre chemin. Vous portez à nouveau votre propre parchemin, vos doigts effleurant les stries de chaque feuille de bambou comme pour en lire la texture. Vous remarquez quelque chose d'étrange. Aucun parchemin n'est identique. Le grain, la forme, la légère courbure due à des années de stockage. Ils sont tous uniques. C'est un petit rappel. Chaque parchemin, aussi copié en masse ou conventionnel soit-il, est personnel. Pas seulement les mots, mais la façon dont l'encre a coulé, les taches de pluie, les empreintes digitales d'une séance de bachotage nocturne. Vous passez devant une boutique vendant des rouleaux de papier, magnifiques, décoratifs, légers comme des nuages, mais ils semblent fragiles, comme s'ils allaient s'envoler dans un soupir. Le bambou reste, le bambou a du poids, le bambou attend. Vous souriez et votre parchemin grince doucement dans votre manche, presque comme s'il riait lui aussi. Vous êtes de nouveau à l'intérieur, cette fois non pas dans le bureau d'un érudit, ni dans une salle d'examen, ni dans un salon de thé en bord de route, mais dans une bibliothèque. Une bibliothèque privée peut être cachée derrière des panneaux coulissants et protégée par la poussière. Vous ouvrez la porte en bois. Elle grogne comme si elle n'avait pas bougé depuis le début de la dynastie. À l'intérieur, l'air est chargé d'une odeur ancestrale. Vieille encre, bambou sec, et cette odeur caractéristique des livres non lus depuis des décennies. La lumière des lanternes danse sur des dizaines de parchemins, empilés horizontalement sur des étagères laquées. Certains sont attachés avec des fils de soie rouge. D'autres s'affaissent légèrement, leurs cordons effilochés, comme s'ils avaient renoncé à attendre d'être lus. Vous en choisissez un. Il est plus lourd que prévu. En le dépliant, une fine bouffée de poudre flotte dans l'air. Pas de la poussière, mais de la moisissure. Le parchemin a traversé des saisons humides, des mains négligentes, et peut être un chat curieux. Voici un fait que la plupart des gens oublient. Le bambou n'est pas immortel. Il se fissure. Il se recroqueville. Il moisit. Les insectes finissent par l'attraper. Pas les poissons d'argent. Le bambou est trop résistant pour eux, mais des rats de bibliothèque ambitieux, oh oui. Et vous voilà donc assis sur une natte, en train d'essuyer délicatement la moisissure d'un parchemin qui dictait autrefois les taxes provinciales sur l'eau. Vous ne savez même pas pourquoi vous le lisez. Les caractères sont raides et bureaucratiques, l'écriture inégale, mais il y a quelque chose de beau là, dedans. Chaque coup de pinceau est une voix. Pas une voix célèbre peut être juste un employé au dos douloureux et trop ivre, essayant de finir son quota avant le coucher du soleil. Vous trouvez une note marginale au milieu du parchemin, minuscule, écrasée, presque désolée. Elle dit, en gros, le pont a encore été inondé. Je leur avais prévenu l'année dernière. Soudain, le parchemin ne semble plus du tout mort. Il murmure. Les historiens se demandent encore si la plupart des bibliothèques Ming ont survécu à l'effondrement de la dynastie ou ont été incendiées dans le chaos qui a suivi. Certains affirment que des bandits les ont détruites, d'autres accusent la négligence, et certains soupçonnent que les rouleaux se sont simplement désagrégés avec le temps. Nul besoin d'ennemis, juste le temps qui mâchait lentement et patiemment. Mais certains ont survécu, cachés, oubliés, redécouverts. Un récit marginal parle d'une grotte près d'un monastère en ruine où les habitants ont trouvé plus de 400 rouleaux de bambou emballés dans des bocaux en céramique, des registres fiscaux, des poèmes, une recette de nouilles qui pourrait ou non inclure des cuisses de grenouilles marinées. Ce soir, dans ces archives imaginaires, vous ressentez la présence de toutes ces vies qui se sont gravées dans le bambou.
pas nécessairement pour qu'on s'en souvienne par leur nom, juste pour qu'on s'en souvienne. Une légère brise s'infiltre par une fente des volets. Le rouleau flotte et l'un des feuillets se détache. Il tombe au sol avec fracas comme un reproche. Vous vous penchez pour le ramasser, plissant les yeux sur l'encre délavée. On ne peut pas le lire, pas clairement. C'est un caractère à moitié effacé, taché par le temps. Mais vos doigts reconnaissent le sillon. L'empreinte là où le pinceau a appuyé un peu trop fort. Et c'est là que ça vous frappe. Le bambou n'est pas synonyme de perfection de la conservation. Il est synonyme de texture de la mémoire. Il enregistre non seulement ce qui a été dit, mais comment, avec quelle pression, quelle hésitation, quel genre de journée l'écrivain a-t-il passé. De cette façon, le bambou n'a jamais été qu'un simple support. C'était un collaborateur. Vous enroulez à nouveau le rouleau, délicatement cette fois, en remettant la latte détachée en place. Vous le glissez sur l'étagère avec les autres, certains tordus, d'autres recourbés, tous en attente. Vous reculez et, ce faisant, votre manche effleure un dernier rouleau, un minuscule, caché derrière le bord de l'étagère. Vous le rattrapez avant qu'il ne tombe. Il est cassant, rapiécé, l'encre à peine visible. Mais le titre dit « Réflexion sur la pluie et le thé ». Vous souriez. Bien sûr, parce que même dans l'écheveau le plus dense des politiques et des sanctions, de la bureaucratie et de l'épuisement professionnel, quelqu'un a quand même pris le temps d'écrire sur le thé. Et c'est là toute la beauté de ces rouleaux. Pas seulement ce qu'ils ont enregistré, mais le fait qu'ils aient tout enregistré. Alors, laissez votre souffle ralentir. Vous sortez doucement de la bibliothèque poussiéreuse, laissant le panneau de bois se refermer derrière vous. Le son est bas et définitif, comme un au revoir murmuré. Dehors, la cour est silencieuse. Une brise bruisse dans la bambouseraie, au-delà des murs, douce et régulière, comme un parchemin qui tourne dans un rêve. Vous marchez sans hâte, le clair de lune se reflétant sur les pierres polies sous vos pieds. L'air est plus frais maintenant, immobile. Votre esprit ne s'emballe plus. Il dérive simplement, doucement, entre les échos des rouleaux, de l'encre et des histoires qui se sont pliées en bambou bien avant votre époque. Le chemin serpente à travers le silence des quartiers de l'érudit. Passez le salon de thé, passez l'étang où une carpe coille solitaire fait onduler l'eau. Passez la pièce où quelqu'un, quelque part, écrit peu, être encore dans la nuit. Inutile d'en lire davantage. Vous en avez assez lu. Les parchemins attendront. Ils attendent toujours. Maintenant, vous pouvez laisser tomber les détails, le poids des caractères, les disputes à propos de la soie et du papier, les taches de thé, la légère odeur de moisi, tout cela, laissez-le s'estomper comme des coups de pinceau sous la pluie. Vous trouvez un endroit où vous allongez. Peut être un tapis, peut être un oreiller, peut être rien du tout. Vous vous laissez aller, lit, bras détendus, épaules relâchées, respiration douce. Dehors, un vent souffle à travers les bambous. Pas urge, pas fort, juste présent. Comme sont les histoires, comme sont les souvenirs. Tu ne tiens plus un parchemin, tu en fais partie. L'encre s'est estompée, mais le repos demeure. Dos bien.